Merci Julien. Voilà, au nom du comité du Cercle des dirigeants d'entreprise, j'ai le grand bonheur de vous souhaiter la bienvenue pour commencer de manière vive cette nouvelle semaine, ce nouveau mois. C'est un bonheur de vous avoir. On a commencé cette série il y a maintenant 2 mois, depuis le début de l'année. L'idée est tirée d'un ouvrage qui s'appelle Penser, agir, de notre excellent remueur de ménage, qui n'est autre que Xavier Comtesse, qui est là, à qui je vais demander très rapidement pourquoi avoir choisi l'Ève Kiwi comme l'un des contributeurs excellents de cet ouvrage. Alors ce soir, on va parler IA, intelligence artificielle. Alors certains se réjouissent de ce que nous allons pouvoir faire avec tous ces ordinateurs qui vont penser comme nous. D'autres sont un peu effrayés, d'autres aimeraient en savoir plus. Et pour cela, c'est l'Ève Kiwi qui va nous parler pendant un quart d'heure du thème, et ensuite vous pourrez intervenir. On y reviendra après. Alors, Xavier, pourquoi l'Ève Kiwi dans ton ouvrage? Alors, l'Ève fait partie de ces rares personnages avec qui, quand vous dialoguez, quand vous discutez, vous rend intelligent. Il est tellement, tellement brillantissime que ça déborde. Il y a un côté comme ça totalement étonnant parce qu'on comprend des brides. Et alors, du coup, on a l'impression d'être super intelligent. Je vous laisse la surprise, vous verrez, c'est passionnant de l'écouter tout le temps. Merci beaucoup. Alors, avant de donner la parole à l'Ève pour cette conférence dont on se réjouit, je vous demande d'ouvrir vos micros pour un bel applaudissement et pour Xavier et pour l'Ève. Et pour Enza. Moi, je ne compte pas. Alors, l'Ève Kiwi, merci d'être avec nous. Mais qu'est-ce donc cette IA, cette intelligence artificielle qui nous intrigue, qui nous réjouit, qui nous inquiète? Merci beaucoup. Bonjour, merci Enza pour cette invitation. Merci à Xavier pour tout ce que tu viens de dire. Je vais essayer de vous éclairer un petit peu tout ça. Alors, j'ai préparé 2-3 petites slides. On va voir si ça marche. Normalement, vous devriez voir mon écran. Est-ce que c'est le cas? Juste quelqu'un. Ouais, ça a l'air de marcher. OK. Bon, alors, l'IA. Qu'est-ce que c'est un peu ça la question qu'aujourd'hui qu'on va traiter. Avant, je vais me présenter. Donc voilà, l'Ève Kiwi, prénom russe, nom bizarre. Qu'est-ce que je veux dire sur moi? Oui, en fait, je suis consultant en intelligence artificielle, en data science et en business analytics. En fait, j'ai fait, il y a 6 ans, j'ai terminé une thèse en maths. Et puis, c'était rigolo parce que j'étais dans le bureau de mon futur manager. Et puis, vous imaginez l'entretien, lui, il a quasiment le double de mon âge. Moi, je suis là dans ce costard un peu serré. Je ne suis pas bien dedans parce que moi, j'ai l'habitude d'être tout le temps en t-shirt normalement quand je fais ma thèse. Et puis, on a cette conversation. Et tout à coup, il y a un moment où je lui pose la question, mais est-ce que vous n'aurez pas besoin, à un moment ou à un autre, de mathématiciens pour résoudre ces problèmes de big data? Et alors là, ses yeux s'ouvrent comme ça. Et j'étais engagé à peu près dans la semaine. Donc voilà, donc c'est comme ça que je suis consultant en IA, Data Science et Business Analytics chez Trivadis, à la suite d'un doctorat en maths. Et puis, je ne suis pas très monogame dans mes activités, on va dire. Donc, je suis aussi chargé de cours, en fait, à la HESSO ARC, donc, pour les informaticiens de gestion, où je leur enseigne, en fait, l'analyse de données et la science des données. C'est 2 cours que je donne. Donc, j'ai des étudiants qui souffrent avec moi des fois. Non, ils m'aiment bien. Mais en plus de ça, je suis aussi étudiant en psychologie. Donc, voilà, comme je dis, j'ai plusieurs vies. Je vis la nuit et je vis le jour.
Voilà, c'est un peu moi. Voilà, aussi mon numéro de téléphone, email, si vous voulez m'écrire. Alors, IA, quoi dire? Ça a commencé en 1950, on va dire, avec Turing, en fait, qui développe cette notion, ce test de Turing, qui en gros, il essaye de dire une intelligence artificielle, c'est lorsque, je vulgarise, hein, je vais très vite, mais c'est lorsque, en fait, elle donne des réponses indistinguables de l'homme. D'accord. Donc, en fait, lui, il a un dispositif, il dit il y a une salle, en fait, puis on donne un input, une question sur une feuille de papier, et puis l'IA ou un humain à l'intérieur nous renvoie des feuilles avec les réponses écrites dessus, et on peut dire qu'une IA, elle a passé le test de Turing si les réponses qu'on lit, en fait, sont indistinguables de ce qu'un homme, un humain aurait, en fait, dit. Donc, c'est comme ça que lui, il comprend l'IA et c'est le test de Turing qu'il développe comme ça. Donc, ça fait très chatbot. Hein. Puis ensuite, ça va en vague, ça se développe, puis ça s'écrase, puis il y a des hivers, et puis machin et tout. Puis en fait, c'est seulement depuis 97 où IBM arrive à battre les champions du monde aux échecs. Voilà, les champions du monde aux échecs. Donc, ils arrivent à battre Garry Kasparov, qui d'ailleurs aujourd'hui parle énormément d'IA, ce qui l'a aussi aidé en fait à la conception un petit peu de ce Deep Blue. Un peu plus tard encore, 2011, c'est toujours IBM. En fait, à la fin de... Après Deep Blue, on dit oui, mais c'est pas vraiment une IA. Ce que vous avez fait, les échecs, au final, c'est pas si compliqué. Par contre, Jeopardy, donc c'est un jeu télévisé ou une sorte de question qui veut gagner des millions, question pour un champion plutôt. Question pour un champion, c'est plutôt, ça ressemble plutôt à ça, avec des questions ouvertes en fait. Et là, c'est vraiment très très dur d'y répondre. Et IBM, après 14 ans, ils y arrivent. Ils arrivent à battre les champions du monde à Jeopardy. Un peu plus tard, Google avec AlphaGo, peut-être vous avez entendu parler, justement, c'est ce jeu de Go, donc le Go qui est beaucoup, beaucoup plus complexe que les échecs, joué surtout en Asie, hein, par les Coréens, les Chinois, au Japon aussi. Ils arrivent à faire ça. Ils arrivent à battre les champions du monde au Go. L'équipe de Google cette fois. Et puis, il y a plus récemment le poker avec Libratus, puis une IA faite à Carnegie Mellon. Enfin bref, il y a de plus en plus d'exemples. Vous voyez que ça se rapproche maintenant. Il y en a tellement que c'est dur de parler d'histoire. Alors, quelques définitions, justement, vu qu'on parle d'IA, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence? Posez-vous cette question, en fait. C'est quoi l'intelligence? Allez, je veux entendre 3 réponses, vu que c'est interactif aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est pour vous l'intelligence? Connexion électrique Faire semblant d'être bête. Faire semblant d'être bête. Ok, d'accord. Mais alors, c'est intéressant. Ce que j'entends. Alors, parlons déjà d'intelligence globale. Pas tout de suite de connexion électrique. On va revenir après, Enza, là-dessus. Mais faire semblant d'être bête, pourquoi est-ce qu'on ferait semblant d'être bête? C'est pas bête. Non, mais je vais aller plus loin avec ça. D'accord, ok, très bien, merci beaucoup. Alors, pour moi, faire semblant d'être belle, c'est une forme de l'art. Et puis, dans la bêtise, je pense qu'il y a de l'intelligence. Évidemment que il faut le pousser plus loin. Donc, quelqu'un qui est capable de s'observer sous forme d'humour ou d'acteur de théâtre, c'est sûr que ce n'est pas quelqu'un qui est tout à fait, à mon avis, bête. Mais Tim, je vais devoir t'interrompre. Hein, on redonne la parole à Lève. Parce qu'il y a... Oui, non, mais vous inquiétez pas, hein, je gère mes 15 minutes. Sur la discussion, il y a plusieurs réponses. Ok. Ah, alors, moi, je ne les vois pas. Donc, Alors,
pour Ouais, faire... la capacité de résoudre des idées complexes, permet de s'adapter à l'environnement. C'est vrai. Il y a des choses qui sont très bien. Et justement, s'adapter à l'environnement, moi je rebondis sur ça, parce qu'en fait, donc on retrouve un petit peu, on retrouve un petit peu ce qui a été dit dans le chat. S'adapter à son environnement, vous savez, genre si vous êtes un peu à Genève et puis vous aimez bien Piaget parce qu'il est genevois, évidemment, vous pouvez peut-être dire que l'intelligence, c'est pas ce qu'on sait, mais c'est ce qu'on fait Jean lorsqu'on ne Piaget, sait pas. Neuchâtelois. Neuchâtelois. Il dit Châtelois? Mais oui. La République châteloise. Ouais, mais il va à Genève après pour faire ça. Voilà, oui. Et puis, non, mais c'est Et- vrai, on l'a collé l'étiquette de Genevois, c'est vrai, effectivement. Mais voilà, là, c'est les origines qui parlent maintenant, je crois bien. Exactement. Mais voilà, mais ce que disait Piaget, Neuchâtelois et ou Genevois, je ne sais pas comment le dire, mais lui, il disait que c'est la capacité, c'est pas ce qu'on sait, mais c'est ce qu'on fait lorsqu'on ne sait pas. Et ça résonne un petit peu avec ce que Sim Cool Suisse disait, je ne sais pas comment vous appelez en fait. Donc voilà. Et du coup, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour influencer son environnement. L'IA, on la définit classiquement comme ça. On dit que c'est juste la capacité d'un ordinateur à effectuer des tâches généralement associées à des êtres intelligents. Mais je veux dire, c'est quelque part, on peut aussi se rendre compte que c'est une définition qui n'est pas si extraordinaire que ça, parce qu'au final, les psychologues, ils ne sont pas d'accord avec qu'est-ce que c'est que l'intelligence. Donc, on est en train de dire, en fait, l'IA, c'est rien d'autre que ce que les psychologues ne sont pas d'accord à dire sur quoi c'est, en fait. Donc, non, c'est vrai, les psychologues, ils ne sont toujours pas d'accord à dire ce que c'est que l'intelligence. Mais ils ont plus ou moins une idée de ça devrait être ça. Très dur comme définition. Du coup, il y a une notion d'apprentissage aussi. Et puis, quelqu'un avait défini que, en fait, donc, l'apprentissage, c'est lorsque un algorithme, donc l'apprentissage pour une machine, hein, donc c'est du coup du machine learning, donc c'est des algorithmes. C'est un algorithme qui apprend de son expérience. Donc ça veut dire en lui donnant plus de data, il apprend de son expérience et sa performance à une tâche s'améliore avec cette expérience. Donc, ça, vous le gardez en tête, parce que le machine learning, c'est une brique fondamentale aujourd'hui en IA, et vraiment très importante. Alors du coup, attendez, si je résume, on a parlé un peu de data science, on a parlé d'IA, de machine learning, et tout ça, en fait, ça se mélange. Et puis du coup, maintenant, quand vous regardez un petit peu sur les blogs, des choses comme ça, ils vont utiliser tous ces trois termes, et des fois, c'est difficile de les placer. Donc, peut-être une image pour vous illustrer un petit peu de qu'est-ce qui se passe avec l'IA, le machine learning et la data science, c'est cette image-là. Moi, je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est tout un processus qui va des data jusqu'à l'insight. D'accord? Donc ça, c'est un processus où on va valoriser de la donnée. D'accord? Donc on va valoriser de la donnée, on va prendre des data et on va la manipuler pour arriver jusqu'à l'insight. Alors, dans cette manipulation, ici, vous avez des data. Vous pouvez avoir, par exemple, des documents. Il vous faut aussi de la puissance de calcul. Vous pouvez avoir d'autres choses, des données plus structurées comme ce qu'on a dans des bases de données. Donc, il y a du non structuré, du structuré. Le big data, ça va rentrer là. Mais il n'y a pas forcément besoin de big data pour faire du machine learning et de l'IA et tout ça. Il y a une phase d'extraction de paramètres. En fait, on va formater les données pour qu'on puisse les exploiter par la machine. Ensuite, il y a de la prédiction qui est faite, souvent avec du machine learning. Et puis, on va ensuite créer une application autour de ça afin qu'on puisse l'exploiter, nous humains, et qu'on ne lise pas juste des tableaux. Et donc, du coup, dans cette image-là, on dit souvent
ben, tout ça, c'est de la data science. Tout le processus de création, c'est de la data science. La data science n'est rien d'autre qu'une science. Une science de quoi? De la donnée. Ça veut dire c'est la science qui nous donne le contexte dans lequel on va manipuler la donnée afin d'extraire des insights à partir de la data. Ce n'est pas un outil. Après, il y a l'IA qui, lui, est le processus, en fait, d'intégration de la data, de l'extraction de paramètres et la modélisation avec du machine learning. Et le machine learning qui est en fait juste ce petit morceau-là. Donc, au final, en fait, mon point qui est là, c'est de vous dire que, vous voyez, on part de la définition de, oui, donc c'est la capacité à manipuler des idées complexes, et puis patati et patata, la capacité à s'adapter à son environnement. C'est pas ce qu'on sait, c'est ce qu'on fait lorsqu'on ne sait pas. Mais au final, c'est un peu, je vais être un peu cru, mais c'est un peu du bullshit, toute cette histoire. Parce qu'au final, la data science et tout le reste, c'est rien d'autre qu'une création de plus en plus complexe de création de valeur. Enfin, c'est une structuration de plus en plus complexe de création de valeur. Avec des briques, en effet, de machine learning, des briques de big data, où il faut utiliser probablement du cloud dans cette histoire parce que c'est pas si facile. En fait, moi, l'idée avec laquelle je suis de plus en plus en paix avec la notion d'IA, qu'est-ce que c'est que l'IA? C'est une notion, pour moi, c'est de dire que c'est juste une propriété émergente. Aussi bien, en fait, en psychologie qu'en informatique, l'IA, c'est juste mettre des choses ensemble qui créent un tout qui, lui, est plus grand, qualitativement plus grand. Là, vous voyez, je mets des tâches ensemble, mais ce n'est pas que des tâches que je vois. Et vous non plus, vous ne voyez pas que des tâches. Donc, en fait, c'est une propriété émergente. C'est juste qu'en mettant de plus en plus d'IT ensemble, en fait, on obtient quelque chose qui est assez éblouissant et qu'on pourrait appeler intelligent. Et en fait, c'est un peu aussi la devise de ce qu'on fait chez Trivadis, dans ma boîte. Nous, notre but, ce n'est pas de faire de l'IA. Notre but, c'est de créer en fait ce qui s'appelle de l'intelligent IT, qui en fait facilite la vie et le travail en tant que soi. Et c'est ce dont on expose dans le livre avec Xavier Comtesse. Penser et agir. Voilà, merci beaucoup. Ça fait pile 15 minutes. Formidable. Merci d'ouvrir au micro pour un bel applaudissement, s'il vous plaît. Lev, vous nous rendez le... Catégoriser l'IA, enfin si elle est catégorisable, est-ce que ça relève plutôt des sciences cognitives ou est-ce que ça relève plutôt des sciences mathématiques et algorithmiques? Premier point. Et puis le deuxième point, qui est plus on va dire, réglementaire et éthique, est comment peut-on faire avancer en parallèle l'évolution réglementaire et éthique par rapport aux avancées fulgurantes de l'IA? Voilà, c'était mes deux questionnements de ce soir. Merci. D'accord. Donc, d'une part, où est-ce qu'on la met, en fait? Sciences cognitives ou bien c'est quoi que vous avez dit? Sciences mathématiques et algorithmiques. Enfin, c'est kiff-kiff, en fait. Ouais. Non, mais je veux dire, en sciences cognitives, alors, ce qui est très curieux, c'est que les avancées récentes qu'on a par exemple, avec les réseaux de deep learning, tout ce qui est traitement d'images, de sons, de vidéos, en fait, c'est tous des modèles qui sont inspirés du fonctionnement du cerveau. Donc, les modèles, par exemple, de deep learning, on a regardé en fait comment l'œil fonctionnait et puis on peut reproduire plus ou moins les premiers stages du traitement de l'opération du cerveau. Tout ce qui est les stages inconscients, en fait, en dessous de une seconde de réflexion.
Je veux dire, si je vous montre mes doigts comme ça, vous n'avez pas besoin de réfléchir pour me dire qu'il y en a deux. Voyez, ce genre-là de processus, ça peut être créé via l'IA. Donc, ça vient des sciences cognitives. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme maths derrière? Bon, il y a des maths, quoi. Oui. Vous allez d'ailleurs en biologie à l'EPFL, dans certaines chaires, pas en biologie, qu'est-ce qu'ils ont là-bas? Sciences de la vie, c'est ça. Il y a des chaires entières, il n'y a que des mathématiciens là-bas, des mathématiciens et des physiciens. Et pourtant, c'est une chaire de sciences de la vie. Donc, voilà. Merci. C'est pour dire. Maintenant, la deuxième question, c'était comment réguler tout ça? Donc, ça, c'est une question très pertinente et je n'ai malheureusement pas de réponse là-dessus. Et puis, c'est exactement le but du prochain livre. Il y a un maintenant, qu'on est en train d'écrire avec Xavier, justement, et le think tank Code IA, parce qu'en fait, il y a une moitié de juristes qui vont écrire du code juridique et une moitié d'informaticiens qui, eux, écrivent déjà du code informatique. Et en fait, le but qu'on a avec ce think tank est de justement proposer une régulation, une forme de régulation de cette IA qui est aujourd'hui problématique. Merci beaucoup. Comme on va essayer de donner la parole à beaucoup de monde, merci René, tu as montré la voie. Question courte, formidable. Je peux donner des réponses courtes aussi. Mais en même temps, vous répondez à plein d'interrogations, probablement aussi. Alors, Francine Bielawski, elle est dans la formation. Elle se réjouit de mettre les robots à la place des Non, on ne fait pas ça. Non, pas du tout. Merci beaucoup, Lev, pour C'était magnifique parce que c'était très, très résumé et très, très parlant pour moi qui suis une totale novice dans ce domaine-là. Et j'ai un petit peu plus compris. Et ce qui me rassure beaucoup, c'est vrai que moi, j'enseigne l'humain dans les affaires, l'humain dans la vente, avec un concept qui s'appelle l'antitechnique. Et j'ai fonctionné dans le passé avec Trivadis, donc ça me fait très plaisir de voir un représentant de Trivadis qui a tellement bien évolué, magnifique, bravo à vous. Et c'est intéressant de voir que malgré tout, on ne pourra jamais séparer l'humain de l'intelligence artificielle. Non, non, tout à fait. Pardon, je vous laisse poser une question, il n'y a pas de question là. Non, c'était cool. Ça engendre chez vous une réaction, donc c'est parfait. Non, alors, ce que vous dites, c'est vachement pertinent. Et puis, donc, dans la réflexion que j'ai, donc ça, Xavier, il ne sait pas encore. Mais on va venir avec un. Je suis ravie d'avoir été à l'origine d'un scoop pour Xavier. Non, mais ça va être un scoop. En fait, moi, j'ai envie de proposer une transition dans l'ère du cyberurbanisme. Ah, voilà. Voilà, donc on va y arriver. Mais ça, c'est un terme qu'on va. Je vais écrire là-dessus. Hein. Je peux aider là-dessus, volontiers. En sous-titre, ça veut dire quoi exactement? Ben, voyez comment l'humanisme est venu je veux dire, façonner le schéma, enfin le paysage de l'entreprise qui passe en fait d'une entreprise selon une conception tayloriste des choses, une conception fordiste où le but il y a un input qui rentre et l'output qui sort et s'il y a des gens qui au final décèdent au milieu, c'est pas si grave. J'exagère, hein, je caricature à fond. On transitionne durant le XXe siècle dans une forme d'humanisme où en fait l'humain prend plus sa place dans l'entreprise. Et c'est aujourd'hui, quand on parle de management 4.0 et autres, je ne sais plus combien on est en management, je sais plus, ils mettent toujours des numéros pour faire joli, mais aujourd'hui on dit la valeur de l'entreprise n'est pas dans les machines, elle est dans l'humain qui les opère. Et en fait, on n'a pas encore fait cette transition-là en fait en informatique. Merci beaucoup. Jean-François Point, qui est plus dans l'industrie, en fait, il y a eu des révolutions, hein, la révolution industrielle justement. Est-ce qu'il faut apprécier, craindre ce qui arrive en ce moment?
Je ne pense pas qu'il faille le craindre. Simplement, j'avais une question assez ouverte. Finalement, puisque l'IA peut battre les champions du monde d'échecs ou d'autres disciplines, qui peuvent calculer jusqu'à 5 ou 10 coups d'avance par anticipation, est-ce que cela pourrait signifier finalement que les réponses attendues de tout système qui utilise l'IA n'est pas toujours celle qu'on peut attendre ou qu'on en attend? Non, ben, le raisonnement, en fait, les erreurs que fait l'IA ne sont pas les mêmes que font les humains. Ça, c'est clair. Ouais. Et après, il ne faut pas craindre l'IA qu'elle va nous battre. Moi, je pense que là où il faut craindre l'IA, c'est quand elle exploite nos faiblesses. Et puis là, il y a déjà des cas. On a déjà une augmentation de 80% du taux de suicide chez les jeunes. Merci à Facebook et tout ça. Snapchat, compagnie. Oui, évidemment. Oui. Merci beaucoup. Michel Maillard, qui a évidemment beaucoup d'expérience en travaillant avec Internet et autres. Ton avis peut-être au niveau de la fonction publique et une question pour l'Ève? C'est pas une question, je pense que l'Ève a absolument raison, il ne faut pas craindre l'IA, il faut pouvoir l'utiliser. Le but, c'est quand même, c'est ma conception, c'est qu'on arrive à une certaine automatisation des tâches et la détection de mécaniques ou de processus qui sont répétitifs. Et je pense qu'il ne faut pas en avoir crainte, il faut simplement se dire que c'est un complément. De toute façon, l'IA a une faculté que n'a pas une faculté que nous avons, c'est l'émotion. Voilà. Bon, après, tout à fait. Après, c'est quoi une émotion, hein? C'est certainement justement... Parce qu'en fait, au final, ça peut juste être une... Je veux dire, si on regarde, on a un ressenti subjectif, mais en fait, au final, si on vous met dans un IRM, on peut voir ok, une activation de certaines zones et tout. Si je mets un ordinateur dans un IRM, il y a aussi des influx nerveux, il y a des influx qui passent, quoi. C'est juste pas des influx biochimiques, c'est de l'information électrique qui passe, mais peut-être que, là, je fais une thèse, hein, mais quelque part, on n'est pas à la place de l'ordinateur pour savoir quel est son ressenti subjectif. Donc, en fait, peut-être que l'ordinateur, on ne saura jamais, hein, d'ailleurs. C'est bien là, toute l'expérience de pensée je ne me rappelle plus de ce philosophe, mais How it is to be a bat, où il nous dit mais qu'en fait, on pourra, avec l'écolocalisation, enfin, lui, il prend l'exemple de l'écolocalisation, on ne peut pas savoir à quoi ça ressemble. Mais on peut aussi dire que l'émotion est une réaction subjective à un événement, ce que l'IA n'a pas forcément. Elle réagit subjectivement d'une certaine façon. Enfin, elle réagit, mais l'expérience subjective, on ne la connaît pas. Merci beaucoup. Alors, restons dans l'émotion, parce que dès que vous avez prononcé le mot émotion, j'ai vu Magali Orsini tout de suite se dire l'émotion. Elle en a toute la journée dans sa fiduciaire. Est-ce qu'à la limite, Magali, tu ouvres ton micro? Faut ouvrir ton micro. Allô, allô? Magali, sur le bas, tu as en principe activé. Voilà, super. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? D'accord. Écoutez, oui, bon, c'est clair que moi, je n'ai pas pour habitude, je suis méditerranéenne, de trop combattre mes émotions. Je ne suis pas très british dans mon genre. Mais je voulais dire simplement que je suis très éblouie par cette conférence et que je suis ravie de savoir qu'à la base de l'intelligence artificielle, il y a autant d'intelligence humaine. Voilà ce que je voulais dire. Et ça me fait une émotion très agréable. Je suis contente de savoir qu'il y a des êtres aussi intelligents pour nous exposer et tenter de nous faire un peu approcher ce qui reste quand même pour nous très, très, très compliqué. Mais
comme a dit Enza, on a toujours l'impression d'avoir un tout petit peu progressé. Merci beaucoup. Merci. Pas spécialement de questions? Non, pas vraiment. Très bien. Merci. Alors, Michel Yazigi, multi-entrepreneur, tu es là ce soir. Qu'est-ce qui t'intéressait dans l'idée de l'IA? Bonsoir à tous. C'est un thème d'actualité. C'est quand même une technologie qui nous entoure de plus en plus fréquemment, hein, que ce soit dans l'automobile ou dans divers domaines. Lev, vous parliez de la capacité d'apprentissage. C'est surtout ça qui m'a intéressé en fait de l'IA. Est-ce que justement, avec le temps, cette capacité d'apprentissage ne peut pas devenir dangereuse? Parce qu'en définitive, c'est une capacité qui va aussi analyser l'émotionnel et peut-être pouvoir anticiper et aller même plus loin que l'humain. Alors, ouais, tout à fait. En fait, c'est pas qu'elle va aller plus loin, mais justement, comme je dis, elle arrive à exploiter nos faiblesses. Je vais prendre un exemple. C'est une super question, hein, cela dit. Par exemple, qu'est-ce qui distingue YouTube de votre lecteur DVD? S'il y a encore des gens qui ont des lecteurs DVD chez eux, moi je ne sais pas, hein, j'en ai plus, mais je vis avec de façon dénaturée. Mais qu'est-ce qui distingue le YouTube de votre lecteur DVD? Ça analyse nos habitudes. Ouais. Et qu'est-ce qu'il regarde en fait? Parce que YouTube, je ne sais pas si vous avez remarqué, une fois que vous avez fini la vidéo, il a une option qui s'appelle le autoplay. Il vous propose, en fait, on va vous montrer qu'est-ce que la suite. On va vous montrer une autre vidéo, probablement que vous allez aimer. Donc déjà, il y a YouTube, ils font une sélection de quelles vidéos ils vont vous montrer, contrairement à votre lecteur DVD qui, quand il arrive à la fin, il panique, hein, il vous remet l'écran titre. Et ensuite, il y a 2 ans, il y a quelqu'un qui a regardé un petit peu ces autoplays, et puis il y a un phénomène assez intéressant. Qu'est-ce qu'il veut faire YouTube? YouTube, il veut que vous restiez sur la plateforme. Et je prends un petit peu un peu de temps pour répondre à ça, Enza, je suis désolé, mais c'est vraiment hyper important. Ils prennent un petit peu... Donc, YouTube, ils veulent vous laisser sur la plateforme le plus longtemps possible. Donc, qu'est-ce qu'ils vont vous montrer? D'un côté, il y a les trucs scientifiques un peu chiants, ou de l'autre côté, les trucs qui sont des fake news, des théories du complot, des trucs de fou, qui sont complètement outraging, on dirait en anglais. Qu'est-ce qu'ils vont vous montrer, à votre avis? Truc chiant scientifique ou le truc qui fait choc et qui vous font réagir? Les trucs chocs qui vous font réagir. Et en fait, ils ont remarqué il y a 2 ans, si une gamine regarde une vidéo sur la perte de poids, la vidéo que YouTube vous propose en autoplay, c'est des vidéos sur l'anorexie. Si quelqu'un regarde une vidéo sur les attentats du 11 septembre, le autoplay va vous proposer des théories du complot sur que la science, c'est n'importe quoi, etc. S'il regarde des vidéos sur l'alunissage de 1968 d'Armstrong, il va vous proposer en fait des théories que la Terre est plate. Donc, c'est assez violent en fait. Parce que, contrairement à un lecteur DVD, là, il vous fait un choix de qu'est-ce qu'il veut vous regarder et en fait, subtilement, vous changez votre perception. Et subtilement, en fait, on prend les 2,4 milliards de gens qui regardent YouTube et on les fait pencher du côté justement, pas du côté de la science, de l'autre côté, le côté où les gens sont fous et où les théories tiennent pas la route et il n'y a rien de scientifique. Et en fait, on obtient quoi? On obtient une polarisation des gens, on obtient des taux de suicide qui augmentent. C'est fou, hein? Non, c'est fou. C'est vraiment grave. Et donc, il faut continuer sur cette voie-là ou il faut mettre des garde-fous? Ça dépend où vous êtes. Si vous avez des actions chez Google, il faut continuer. Non, mais oui, il y a des garde-fous à mettre. Non, mais bien sûr. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation.
Évidemment. Et il y avait d'ailleurs Philippe Renaud, tu es là? Je ne sais plus si tu es là. Tu nous disais que Microsoft travaillait avec l'IA, en nous observant d'ailleurs en même temps ce soir. Oui, tout à fait. Bonsoir, j'ai un souci avec ma caméra, mon micro. Là, je suis pas sur mon Okay, on t'écoute, on t'entend. Voilà. Oui, donc là, je n'ai pas le lien. Je pourrais le partager ensuite au groupe. Effectivement, il y a pas mal d'expériences qui sont assez originales, qui se réalisent grâce à l'IA. Donc, je ne peux pas en dire plus pour l'instant parce que je n'ai pas le lien. Donc, et puis, ça vous permettrait de l'ouvrir et puis de voir effectivement que c'est réel, quoi. Moi, j'avais une question par rapport à monsieur, que je voulais adresser à monsieur Lev Kiwi. Si c'est possible. Comment vous positionnez-vous par rapport au fait que l'IA va, pour moi, à titre personnel, va permettre la mise en place du transhumanisme? Bon, moi, je suis bien avec ça. Pour autant qu'on le fasse dans un cyberhumanisme déjà de base. Non, donc le transhumanisme, donc en deux mots, pour ceux qui ne sont peut-être pas... pour qui le terme paraît nouveau, c'est la capacité de s'augmenter, je dirais. Si je vais hyper vite, brutalement, c'est la capacité d'aller au-delà de nos capacités et d'être augmenté. Donc l'IA, oui, l'IA, il nous permet déjà ça. Je veux dire, aujourd'hui, c'est externe. Hein. Par exemple, si je vais au Japon, je ne parle pas un mot de japonais, hein, mais ce n'est pas grave, je m'en fous, j'ai Google Translate. Je peux dialoguer avec pas mal de japonais juste en parlant à mon téléphone et mon téléphone va parler pour moi là-bas, quoi. Avant, j'aurais dû avoir un dictionnaire, chercher des mots, me perdre 15 fois. Non, maintenant, je peux... Ouais, voilà, quoi. Donc aujourd'hui, on a des augmentations qui sont externes. Peut-être qu'un jour, on aura des augmentations internes. Donc, on aura peut-être une puce implantée, par exemple. Vous voyez, il y a déjà des délires là-dessus, mais... Alors, ce n'est pas des délires, hein, c'est réellement la société d'Elon Musk qui l'implante. Ils ont implanté ça sur des rats de laboratoire. Ils sont à la phase avec le singe. Ils vont carrément le mettre en place bientôt sur l'humain. Ouais. Donc, ce n'est pas des délires. Mais enfin, merci de votre réponse. Je ne vais pas monopoliser la soirée. Merci Enza pour m'avoir permis. Merci beaucoup. Je te tiens, levez pas la main, je vous donne la parole en bonne dictature d'ailleurs. Non. J'aimerais savoir ce qui se passe de l'autre côté du monde. Nadia, est-ce que vous avez les mêmes préoccupations aux États-Unis? Est-ce que vous parlez? Oui. Je suis sûre que personne n'a été indifférent aux dernières élections. Nous n'avons pas choisi ce que nous avons vu à la télévision, sur Internet, sur les réseaux sociaux, ce que nous avons entendu à la radio pour ceux qui écoutent encore la radio. Nous ne choisissons pas. Même maintenant que les élections sont passées, que nous avons un nouveau président, nous ne choisissons toujours pas ce que nous écoutons, ce que nous voyons. C'est filtré et c'est filtré en fonction, comme disait M. Kiwi, en fonction de ce que nous avons vu précédemment. Il ne faut pas se leurrer, nous n'allons plus pouvoir choisir pendant longtemps, je pense. Et d'un autre côté, j'utilise l'intelligence artificielle. Je la subis, bien entendu, comme tout le monde, mais je l'utilise aussi parce qu'un des produits que je vends est un produit qui permet de créer son propre site Internet. Et l'intelligence artificielle continue à développer le site avec un petit peu d'intervention humaine, mais pas tellement finalement. Le matin à 6 heures, vous vous levez, vous allez regarder votre système qui vous propose un choix de blogs, de vidéos, de posts sur les réseaux sociaux. Vous dites oui ou non, mais finalement, si vous dites non, 2 jours après, la même proposition revient. Merci beaucoup, Nadia. Et vous en êtes un peu effrayé, conscient de l'autre côté?
J'ai beaucoup d'amis qui en sont plutôt effrayés. Moi, je pense qu'il faut l'utiliser à notre avantage. Et il y a moyen de faire ça. Une question Mais il faut en être très conscient. Une question spécifique pour Lève? Oui. Je me demande à partir de quel moment, puisque tous ces processus existent et ont été implémentés, ça supposait à un moment donné l'intervention des humains. Il fallait bien que quelqu'un y pense, que quelqu'un écrive tous ces codes, etc. Est-ce qu'on va arriver à un point où l'émotion qui n'est pas encore générée par l'intelligence artificielle intérieurement, est-ce que cette émotion va un jour pouvoir être générée sans plus avoir d'intervention humaine dans le processus? Bon, si on se dit, OK, on va essayer de reproduire, imaginons qu'on cherche vraiment à reproduire la complexité, la structure que a l'esprit humain, le cerveau humain. Je veux dire, c'est comme aujourd'hui de s'inquiéter de la surpopulation sur Mars quand même. Donc, d'ici 900 ans, je ne crois pas trop qu'on arrivera au même état. Par contre, il y aura plein d'autres problèmes déjà avant, en fait. Je veux dire, comme vous dites, le fait que tout est filtré de ce que vous voyez, et en fait, ce que vous voyez, c'est dans la direction d'un biais de confirmation, donc ça va vous montrer que sur quoi vous êtes d'accord. Donc, afin que vous soyez encore plus d'accord avec votre point de vue. En fait, il y a une radicalisation qui se fait. En fait. Donc ça, aux États-Unis, c'est très réel. Ouais. Et ce qui est arrivé au Capitole, je pense que sans Twitter, ça ne serait pas arrivé, hein, si on regarde concrètement. Donc, il y a aussi des news qui sont plus virales et qui se propagent plus vite parce que c'est dans le design. Oui. C'est conçu comme ça. Mais est-ce que ça, c'est de l'intelligence artificielle ou simplement de la communication, disons, différente? Non, c'est de l'intelligence artificielle. Les fake news se propagent 7 fois plus vite sur Twitter. Pourquoi? Parce qu'elles génèrent plus d'émotions. Et pourquoi générer plus d'émotions? Pour que les gens restent plus longtemps sur la plateforme. Merci beaucoup. Gérard Zibi avait un petit souci avec un mot. Tu veux peut-être le poser directement? Insight. C'était ça, l'insight. Oui, Gérard? Oui, non, je pense que le mot insight, bon, moi je parle anglais, mais c'est pour que tout le monde comprenne, c'est plutôt une inspiration et une idée perspicace, hein, pour moi. La question que je voulais poser à Lev, c'était savoir s'il pourrait expliquer comment on est passé d'une intelligence artificielle qui, il y a 20 ans, s'était attaquée à la reconnaissance de l'écriture, à la reconnaissance de la parole, au jeu d'échecs, à la traduction automatique, avec des systèmes dans lesquels on avait accumulé des bases de connaissances et des algorithmes qui faisaient que reproduire ce que les humains savaient faire, à ce qui est aujourd'hui devenu le machine learning, c'est-à-dire où tous ces systèmes sont capables de s'auto-enrichir et de se perfectionner avec l'expérience au-delà de la stricte tâche pour laquelle ils ont été programmés au départ. Ben, en fait, il y a un shift, il y a un peu une transition de paradigme. En fait, par le passé, justement, IBM, Deep Blue, vous le dites bien, hein, en fait, c'était des informaticiens qui ont codé genre dans les 4000, plus de 4000 situations, s'il y a cette configuration-ci, il faut faire tel mouvement, s'il y a cette configuration-ci, il faut faire tel mouvement, etc., etc. Ils ont tout codé à la main. Donc, en fait, on va d'une approche déterministe. Si on observe A, alors il faut faire B. Maintenant, le machine learning, en fait, il vient renverser la vapeur. Il dit, au lieu d'essayer de coder toutes ces règles, machin, toi-même, fais pas ça. Voilà les données. Regarde si tu trouves des patterns là-dedans. Et en fait, l'IA va utiliser des modèles pour regarder, en fait, à partir de ces données, est-ce que je peux moi-même, en fait, trouver des règles qui vont me dire, OK, c'est probablement pas ce type-là de mouvement que je dois faire. Donc, le machine learning, il vient dans ce sens-là, en fait. Il vient dans un apprentissage statistique. Donc, il n'y a plus des règles. On ne va plus avec des règles déterministes, on va avec des règles, ce qu'on va dire, probabilistes.
Merci beaucoup. Daniel Bernard, voilà, coach en entreprise, coach pour des dirigeants. Qu'est-ce qu'il faut leur conseiller aujourd'hui dans cette optique En tout cas, aux dirigeants, ce qui est évident, c'est qu'on ne peut pas faire l'impasse sur l'intelligence artificielle, le digital ou le numérique. C'est que c'est inclus d'office dans nos vies de tous les jours, dans nos activités professionnelles et que les plus jeunes encore plus. Donc, en tant que manager, il va falloir qu'on soit au taquet, au courant. Mais moi, j'avais une question justement sur le machine learning et le deep learning. On s'est rendu compte, par exemple, dans des logiciels ou des algorithmes de recrutement qui justement faisaient qui classaient des CV ou des profils, qu'ils ont répété un peu les biais en termes justement de type de profil qui sortait, parce qu'au départ, le codage ou je ne sais pas comment on dit, l'être humain qui a rentré les données mettait plus de CV de tel type, etc. Donc, est-ce que justement, ça peut aussi nous permettre de nous rendre compte, nous humains, de certains biais qu'on a et du coup de progresser grâce à eux? Ouais, c'est hyper pertinent ce que vous dites aussi. Il y a des études. Il y a des études qui ont été qui sont sorties déjà qui sont sorties déjà en 2015-2018, mais on montre on voit il y a des biais clairement qui vont avantager par exemple pour des postes à temps plein bien rémunérés, qui vont avantager les hommes versus les femmes, ce genre de trucs, voilà quoi. Ça, on les voit de nouveau, ces biais-là. Si on s'en rend compte, tant mieux. Le problème, c'est des fois, on ne s'en rend pas compte, quoi. Souvent, ces biais-là, c'est souvent des trucs où, je veux dire, c'est notre perception, mais c'est notre inconscient qui parle. Hein. L'inconscient, c'est pas ce que je suis en train de dire là, c'est pas Freud hein, et le salon. Hein. L'inconscient, c'est de vous dire combien de doigts vous voyez là, vous n'avez pas besoin de réfléchir pour voir qu'il y en a deux. C'est toute la notion de la perception. Merci beaucoup. Patrick Vavre, dans l'horlogerie, est-ce qu'il y a longtemps qu'on utilise l'IA? Je crois qu'elle n'est pas encore enregistrée à tous, je crois qu'elle n'est pas vraiment encore arrivée, mais c'est clair que ça va être une méthode de plus en plus, non pas forcément dans le produit, mais c'est toute l'histoire ou la communication autour du produit. Moi, j'avais une petite question, peut-être je vais être un peu plus terre à terre. On sait que l'IA, il y a beaucoup qui a été fait, il y a encore plus qui va être fait dans ces prochaines années. Mais si on va amener un peu sur du concret, qu'est-ce qui va être potentiellement les applications les plus spectaculaires qu'on risque de voir dans ces 12 ou 24 prochains mois? 12 ou 24 prochains mois, 24 prochains mois. Oh, là, c'est chaud. Mais aujourd'hui, déjà, alors, pour répondre, aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est on peut automatiser. Et ça, c'est Andrew Ng, un professeur à Stanford, je crois, qui dit ça. On peut automatiser toute tâche cognitive de moins de 1, 2, 3 secondes. Jusqu'à 3 secondes, on arrive à l'automatiser. Dans l'horlogerie, par exemple, j'ai un super use case. Une boîte d'amis, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont créé une IA qui regardait les rubis dans les montres. Et en fait, ils arrivent en regardant le rubis, qui est une tâche qui prend pas mal de temps à un humain, en fait, qui regarde chaque fois les rubis, pour voir si le rubis il est défaillant ou pas. Puis si le rubis il est défaillant, il ne faut pas qu'il parte dans la montre, quoi. En fait, eux, ils ont automatisé ce processus. Et du coup, l'usine, maintenant, elle peut traiter beaucoup, beaucoup plus de rubis qu'avant avec moins de main-d'œuvre. Donc, en effet, il y a des tâches qui ne sont pas intéressantes, qui peuvent se faire automatiser. Il y a ça avec les rubis, mais on pourrait aussi imaginer dans la médecine, simplement, regarde, ça existe déjà, hein, pour l'inspection de grains de beauté, quoi. Bon, si un jour vous faites inspecter des grains de beauté, vous verrez que votre médecin, il ne passe pas plus qu'une seconde sur un grain de beauté. Bon, c'est une tâche inutile. Merci beaucoup, au revoir. Tout ce genre de tâches, ça va être automatisable. Ça, c'est déjà automatisable aujourd'hui. Il faut juste que quelqu'un dise « oui, je vais investir pour ça ». Mais c'est la seule question, en fait.
C'est est-ce qu'on veut investir pour ça? Alors, je sais qu'il y a Steve Jenane parmi nos auditeurs. Est-ce que, Steve, tu as la possibilité de mettre ta visio? Je ne sais pas si j'ai le son et la visio. Est-ce que vous m'entendez? Tu as le son en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, là on parle beaucoup justement de remplacer l'humain, toi qui es dans un secteur au niveau de la sécurité, évidemment, où tu emploies des humains. Est-ce que ça te tente de remplacer tout cela? Alors, on emploie des humains et aussi des technologies, et on est dans toute l'analyse d'images où, oui, on utilise, je crois, de l'intelligence artificielle pour détecter des anomalies basées sur des modèles dans les aéroports en disant bah, tiens, il y a un objet sol, ou c'est plus un opérateur à plein temps qui va analyser des situations. Oui, on l'utilise. Peut-être une question plus précise pour Lev? Non, pour l'instant, pas. Non, je suis fasciné dans le médical des développements pour avoir utiliser des logiciels d'IA qui font des diagnostics redoutables. Ça, j'adore. D'accord, merci beaucoup. Dragana, qui nous parle de formation numérique, peut-être poser ta question? Il y a plusieurs questions. La première que j'ai posée, c'est par rapport à Artificial Intelligence. Qu'est-ce que c'est enfin artificiel dans l'intelligence artificielle? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est pour la formation. Il y a une très bonne école de machine learning à Lausanne que je trouve très exceptionnelle. C'est tout online. Edfeld Extension School, mais c'est très très cher. Et j'aimerais savoir si Magali Orsini peut me répondre, quelqu'un d'autre, s'il y a quelques possibilités dans cette crise à donner quelques chèques de formation pour couvrir cette coût de l'école, parce que moi je suis résidente à Genève et je n'ai pas le droit d'obtenir aucun chèque parce que l'école se trouve à Lausanne et pas dans le canton de Genève. Merci. Alors, pour répondre déjà pour la première question, la deuxième, je ne sais pas. Mais il y a énormément de MOOCs online qui existent pour des gens plus ou moins qui veulent des plus ou moins haut niveau en maths ou pas. Donc, il y a déjà plein de trucs. Il y a aussi des choses gratuites, si jamais, qui sont très, très, très bien par des professeurs comme Andrew Ng, justement, des professeurs de Stanford et autres. Pour la notion d'artificiel, c'est juste que c'est une intelligence qui n'est pas organique. Donc, j'aime bien dire intelligence artificielle versus bêtise naturelle. C'est juste que le naturel est organique et l'artificiel ne l'est pas. Et il est fait en cuivre et voilà. C'est un jeu de mots parce que derrière Artificial Intelligence, c'est toujours le Human Intelligence qui fait les algorithmes pour faire Artificial Intelligence. Donc, il y a la bêtise naturelle qui va concevoir l'intelligence artificielle. Tout à fait. Moi, j'aime bien ce jeu de mots. Merci beaucoup. Il y avait plusieurs interventions. Sim, allez, pose ta question, mais pas sur 15 minutes. Hein. Mets le micro par contre. Le micro. Voilà, je riais tout seul, alors je me rends compte, ok, ça arrive, c'est pas grave. Merci beaucoup, vraiment, je suis tout excité, j'aime beaucoup tout ce qui touche l'intelligence artificielle. Ma question se situe sur deux volets. Le premier volet, c'est, ça va un peu dans la direction de, je ne sais plus qui a parlé de l'émotion, au niveau de la foi. Au niveau de la foi, au niveau de la croyance, est-ce qu'il y aura un conflit ou une confrontation entre l'humain et donc cette intelligence artificielle? Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, est-ce que demain, on aura une intelligence artificielle capable de savoir ce qui se
de savoir non seulement ce qui se passe à Abu Dhabi, d'accord, mais aussi de savoir que notre voisin fait un AVC, par exemple. Alors, sur la foi, je pense qu'on est justement, il y a quelqu'un qui a posé la question IA faible ou IA forte. De nouveau, hein, l'IA forte, ça serait cette IA qui a toutes les capacités, les facultés humaines et qui est plus doué que l'humain pour tout le reste, enfin pour tout, et qui aurait du coup une notion de conscience. Et si elle a une notion de conscience, on pourrait parler qu'elle aura une notion de foi. Une IA qui a de la conscience, de nouveau, c'est s'inquiéter de la surpopulation sur Mars aujourd'hui. Donc, d'ici 900 ans, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Pour l'IA qui sait si notre voisin est en train de faire un AVC et qu'est-ce qui se passe à Abu Dhabi, bon, je ne sais pas, quelque part, Apple, ils le savent déjà, en fait. Avec leur Apple Watch, il y a déjà pas mal de choses qu'on sait, quoi. Il faut juste agréger les données, en fait. Puis ça dépend quelles données. Puis le but après, c'est pour faire quoi? Il y a une notion sur l'insight. C'est qu'est-ce que c'est qu'un insight? L'insight serait de faire une connexion avec des choses, des éléments qui devraient avoir un lien. Je ne sais pas s'il y a des liens entre un AVC avec mon voisin et une situation à Abu Dhabi. En général, peu, comme ça. C'est là. Merci beaucoup. Le temps a de nouveau filé. Il faudrait demander à l'IA de nous en ajouter quand on en a besoin, parce que ça va plus, ce temps qui passe trop vite. Alors, je vous propose la chose suivante, c'est que toutes les personnes que je vois à l'écran vont pouvoir vite s'exprimer en 30 secondes, 1 minute maximum, et ensuite, Lev, merci de faire peut-être une conclusion large de tout cela, alors qu'il ne s'est pas exprimé. Prisca Quadroni. Moi, j'avais plutôt une question sur l'interprétabilité d'un modèle, puisqu'on parle souvent d'intelligence artificielle comme une black box, surtout quand on parle de deep learning. Et puisque la santé et l'aspect légal, souvent a besoin de savoir qu'est-ce que la machine a raisonné, de manière qu'on puisse aussi contrôler s'il n'y a pas des biais, s'il n'y a pas des problèmes. Et je voulais savoir, M. Kiwilev, si vous avez créé une fois un de ces modèles, parce qu'on parle maintenant de pouvoir faire, quand le modèle est très complexe, des étapes intermédiaires pour pouvoir comprendre qu'est-ce que la machine fait. Oui, moi, d'ailleurs, j'enseigne, dans mon approche un peu éthique, c'est de dire que je n'enseigne que ça. Je déteste tous les modèles qui ne sont pas interprétables. Parce que justement, des personnes comme vous, après, venez puis vous nous dites « mais qu'est-ce qu'elle fait l'IA ?» et je ne veux pas me retrouver bec de gaz, donc non, il faut qu'elle soit interprétable. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire des IA qui sont souvent moins performantes. Je préfère qu'elles soient moins performantes, mais plus interprétables. Merci beaucoup. Muriel Jacquier. Alors, Lev, tout à la fin, la conclusion. Oui, la conclusion finale, j'ai entendu. Si vous voulez bien. Muriel Jacquier, oui, une question, une interprétation. Une petite question rapide. On a parlé d'intelligence artificielle et on l'a distingué des émotions. Pourtant, il y a l'intelligence émotionnelle et l'intelligence émotionnelle, elle est modélisée aussi, sauf erreur de ma part, par de l'intelligence artificielle. Donc, où s'arrête, comment distinguer si simplement intelligence et émotion? Merci beaucoup. Philippe Tardy. Oui, merci. Je dirais que le champ est très large, mais pour aller rapidement, j'ai une question qui me taraude depuis un certain temps sur cette démarche d'IA. C'est finalement à quel point on est finalement en train de reproduire des modèles qui sont finalement inscrits dans une dynamique ou éventuellement prédictifs avec de l'IA, qu'on peut décliner par corrélation, ça je l'entends bien. Et comment, à un moment donné, peut-on envisager d'utiliser l'IA pour être plus proche d'un système complexe, dynamique? Merci beaucoup. Imen. Oui, moi j'avais une question aussi sur
l'IA dans laquelle on parle de l'échelle de temps. Donc, on a vu au début avec les slides de Lev. Est-ce qu'aujourd'hui, les scientifiques, les ingénieurs ou ceux qui interprètent cette intelligence ou la code arrivent à définir en fait ou prédire le point de basculement sur cette échelle de temps? On a bien vu que ça s'est rapproché, on dit qu'elle est dans une croissance exponentielle. À quel moment, puisque les années se sont rapprochées depuis 1950, à quel moment il y a un point de basculement et on aura un point de rupture et une perte de contrôle finalement, en parlant de l'humain? Merci beaucoup. Encore deux amis, Sergueï. Je ne vais pas oser le nom de famille. Oui, même les Russes s'y trompent. Non, c'est intéressant parce que depuis le début de la conférence, on parle de l'intelligence artificielle en relation avec l'homme ou l'intelligence humaine. Et puis là, vous avez dit, vous préférez un modèle interprétable par l'homme. Est-ce qu'on n'est pas en train de brider l'IA justement artificiellement? Et est-ce qu'il est envisageable un jour que l'IA soit sur un mode de fonctionnement autre qui n'est pas bridé? Voilà. Merci beaucoup. Et Merci. enfin, merci beaucoup. Enfin, Constantin. Le petit micro. Il continue de se dorer sur la plage. Il ne veut pas parler. Alors... non, je suis très attentif. Alors, tout d'abord, merci pour cette invitation. Mes remerciements également pour cette brillante présentation et approche de l'intelligence artificielle de l'intervenant. Alors, des mots qui m'ont un petit peu interpellé, c'est la radicalisation et l'anticipation. Alors, ma question est la suivante. Devons-nous craindre à l'avenir proche ou assez proche un complot de l'intelligence artificielle? Merci beaucoup, Constantin. Et la dernière question, c'est de savoir si vous êtes disponible pour intervenir devant 250 à 300 auditeurs, parce que je suis président d'une association où j'ai mis un cycle de conférences 2021-2022 et actuellement, nous sommes environ entre 250 et 320 assidus tous les samedis après-midi de 14h à 16h. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci. Lev, alors voilà. Alors, je vais vous faire un résumé. Oui. Tout noté, ne vous inquiétez pas. Alors, il y a une question qui revient tout le temps, qui est de dire en fait, où va être le point de perte de contrôle ou tout ça. Il y a cette inquiétude, j'entends, il y a cette inquiétude que l'IA va être plus forte que nous, etc. De nouveau, il ne faut pas, je pense, ça ne sert à rien de s'inquiéter de ça. Elle ne va pas être plus forte que nous ou quoi que ce soit, mais elle risque d'exploiter nos faiblesses. Et puis, quelqu'un d'autre a dit oui, mais l'IA versus l'intelligence émotionnelle au final est une forme d'intelligence. Oui, l'intelligence est la capacité de s'adapter. Donc du coup, où est-ce qu'elle va être plus forte? Elle va exploiter nos faiblesses, dans notre capacité, justement parce qu'elle est capable de s'adapter. Elle est capable de s'adapter à nos émotions et ce genre de choses. Quelqu'un a posé l'autre question qui est de dire oui, mais est-ce qu'on ne fait que de reproduire des modèles avec des corrélations ou est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose de plus dynamique aussi? C'est en fait le cas. Actuellement, par exemple, Facebook et ce genre de choses ont un modèle par personne. Donc, ils ont des modèles qui sont intra-individuels et pas inter-individuels uniquement. Ça veut dire que ce n'est pas parce que la masse aime bien ceci qu'on va leur montrer ceci, c'est parce que moi, j'ai montré un certain comportement, par exemple, justement, où ils me font shifter, par exemple, vers une forme de radicalisation, vers une forme de théorie du complot et ce genre de choses, que, en fait, l'IA exploite cette faiblesse avec son intelligence émotionnelle, entre guillemets, parce qu'elle est capable de s'adapter à mes émotions afin que je reste plus longtemps sur la plateforme. C'est ça le but. Et du coup, est-ce qu'il faut brider l'IA? Ça, c'était l'autre question que quelqu'un avait posée. Oui, il faut brider l'IA, parce que si on ne la bride pas, c'est comme ne pas brider les humains. Ils vont faire n'importe quoi sur Terre. On est obligé. Il nous faut un équilibre entre les lois, les gouvernements,
les entreprises, et c'est dans cet équilibre qu'il y a quelque chose de bien qui se passe. Si on laisse un poids se déséquilibrer, ben, ça va pas marcher. Donc, je pense qu'il faut absolument rééquilibrer ça, surtout qu'aujourd'hui, le complot, la question de quelqu'un qui avait demandé sur le complot, d'où il vient de la Silicon Valley. Vous n'êtes pas dit, c'est quand même bizarre que 3 boîtes de la Silicon Valley aujourd'hui valent plus cher que le Canada en termes de bourse. Je veux dire, Apple en soi, il vaut aussi cher aujourd'hui que le Canada. Donc, oui, la bourse, elle est un peu fucked up ces temps, mais vous voyez un peu l'idée. Ce que je veux dire, c'est que le complot, s'il vient de quelque part, il vient de là-bas aujourd'hui. Parce qu'ils arrivent, ils ont hacké l'humain sur nos faiblesses. Mais on est loin de parler d'IA type Terminator et autres. Voilà, j'espère que j'ai résumé tout ça ensemble. Merci beaucoup. Et je vous rappelle que cette conférence peut être revue sur notre chaîne YouTube, Constantin. Il faut envoyer tout est protégé sur notre chaîne YouTube et ils verront la même conférence sans souci. Mais lève. Oui, je peux parler à 200-300 personnes, il n'y a pas de problème. Voilà. Il faut juste me contactez-moi sur LinkedIn, ça va très bien. Lev Kiwi, j'ai toujours pas changé de prénom, c'est pas prévu non plus. Donc, comment on peut vous contacter? À travers ENSA? Aussi, si vous voulez. Très bien, merci beaucoup. Je vous demande d'ouvrir vos micros cette fois pour un chaleureux remerciement pour Lev Kiwi. C'était brillant, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lev. Merci. On va arrêter maintenant l'enregistrement. Merci.